Sunderlight Productions. Si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Cette réalité, Marine ne la connaît que trop bien. Atteinte de dyslexie, elle a dû affronter dès son plus jeune âge les jugements et les échecs, aussi bien scolaires que sportifs. Et ces échecs ont laissé chez elle des traces profondes, qui ont réduit à néant sa confiance en elle, au point de tomber dans l'anorexie, avec l'espoir de s'effacer petit à petit de ce monde qui la rejette. Mais heureusement, c'est quand elle était au plus bas qu'elle a trouvé la force de se battre en s'accrochant à sa passion pour le sport. La course à pied, le triathlon, puis les défis extrêmes sont devenus ses instruments de renaissance en lui démontrant que chacun a sa propre lumière à allumer dans ce monde. En 2000, j'ai 9 ans et je suis à la piscine avec ma maman. Et il y a une dame qui va voir maman et qui lui dit je vois que votre fille elle se débrouille pas mal dans l'eau. On fait de la natation synchronisée. Je sais pas si ça lui dit. Est-ce qu'elle a envie de tester, d'essayer? Et c'est vrai que moi j'ai toujours été à l'aise dans l'eau. J'ai grandi en Martinique. J'ai toujours été dans l'eau. J'ai su nager avant de savoir marcher. Et donc c'est vrai que moi l'eau, le milieu aquatique, que ce soit la mer, la piscine, ça a toujours été un milieu que j'ai toujours aimé. Et donc j'ai eu envie de me lancer dans ce sport un peu nouveau et un peu challengeant, on va dire. On est à la rentrée, je me dirige vers mon premier cours de natation synchronisée. Je connais personne, donc il y a plein de petites filles comme moi autour de moi. Alors au début, je pars de zéro et c'est compliqué parce que c'est un sport où en fait qui est à l'inverse de la vie, dans le sens où on est sous l'eau, sans respirer et la tête à l'envers. Donc c'est vrai qu'au début, on a tous les sens et tous les repères qui sont inversés. Mais je pense que j'ai beaucoup aimé apprendre, j'ai beaucoup aimé aussi travailler sur l'aspect sportif. Il y a beaucoup d'éveil aussi à cet âge-là. Moi, ce qui a été très difficile, où je me suis pas du tout sentie à l'aise, c'est l'aspect coordination, les comptes. On y reviendra peut-être après, mais vraiment, moi, de compter, de faire le mouvement à 7, un autre à 8, de revenir à 1, etc. Ça a été pas facile pour moi, ça. J'ai très vite senti que j'étais un petit peu en dehors du groupe, dans le sens où je voyais les copines évoluer très vite, et moi, j'avais l'impression que je donnais toute ma vie, j'étais à fond tout le temps, et j'arrivais pas. J'étais toujours en retard sur la chorégraphie, j'étais toujours en retard sur le mouvement, j'étais toujours en retard sur les temps. Et pourtant, j'étais la première devant la grille de la piscine pour arriver. Et je voulais toujours réussir. Donc, dans la natation synchronisée, il y a des figures imposées. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait solo. Et après, il y a le ballet d'équipe. Et les figures imposées, c'était très difficile. Je me concentrais beaucoup. J'essayais de réviser beaucoup de fois. Je me souviens que je voulais aller à la piscine aussi toute seule, en dehors des entraînements, pour apprendre toute seule, pour faire toute seule. Et ça a été très difficile parce que c'était un peu le combat avec moi-même. Donc les mois d'entraînement passent et là il y a la première compétition. Et donc c'est à savoir qui va être titulaire, qui va être remplaçante. Moi je savais que j'allais être remplaçante parce que j'étais toujours la dernière, j'étais toujours en dehors, j'étais toujours pas dans les temps. Donc pour moi ça paraissait logique. Et puis en plus c'était un sport où on commençait un peu à avoir un petit peu de niveau. Donc je me faisais toujours disputer, voire crier dessus, parce que c'est pas que j'en veux aux entraîneurs et aux coachs parce que ils veulent réussir. C'est un coach, ils veulent que l'équipe réussisse. Mais c'est vrai que ça a été très difficile. Je me prenais vraiment des grosses réflexions. C'est pas mauvais, mais vraiment j'ai toujours été surprise un petit peu avec tout le travail que je fournissais. Et donc là, la compétition arrive et je suis remplaçante. Et puis il passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et je suis tout le temps remplaçante. Alors que pourtant, je me donne, je m'entraîne, je suis là aux entraînements, je donne de mon temps, je donne de ma personne. Et j'aime toujours ça, mais je m'accroche toujours. Et je me souviens de voir que je réussissais pas dans la natation synchronisée, que j'étais toujours remplaçante, ça me renvoyait beaucoup l'image de mon échec aussi un peu scolaire, de pas réussir à l'école. Parce que depuis mon arrivée au CP et le début de l'école, j'ai eu des grandes difficultés.
À l'école aussi, j'ai jamais été très douée. Et c'est vrai que ça a toujours été compliqué aussi. J'arrivais pas à l'école, j'étais nulle, j'ai l'impression de toujours rien comprendre. J'ai été diagnostiquée dyslexique et dyscalculique assez tôt quand même. Donc j'ai fait beaucoup d'orthophonie et pareil, j'essayais, je me battais et je voyais que ça marchait pas. Je crois que j'ai toujours été un peu épuisée de me battre et de vouloir réussir des choses et de voir que ça marchait pas. J'ai toujours eu la volonté de le faire et c'est vrai qu'à l'école, j'arrivais pas. Et j'ai vite perdu confiance en moi quand même, de toujours avoir des mauvaises notes, toujours être la dernière, de toujours de redoubler. L'école, ça a toujours été une crise d'angoisse aussi de devoir aller au tableau, de devoir parler, de lire un texte en public, de faire des groupes, à plusieurs. J'avais l'impression que je servais à rien, que j'allais rien apporter. Et ce qui était sûrement le cas en plus. Mais c'est vrai que moi, les devoirs à faire, l'école, c'était vraiment, ça m'angoissait énormément, quoi. Il faut savoir que la dyslexie, c'est un handicap qui est invisible. Et je trouve que de nos jours, en fait, on utilise trop ce mot trop rapidement sans s'en rendre compte. Quelqu'un va faire une faute ou quelque chose, on va lui dire en rigolant ah t'es dyslexique ou on va faire t'es dyslexique comme ça. Et franchement même là juste le dire ça me donne les larmes aux yeux, c'est horrible parce que c'est un vrai handicap. C'est très déstabilisant et ça peut ruiner vraiment une personne. Moi, je sais que je confonds les B et les D, je confonds certaines lettres. Des fois, je lis des mots, entre ce que je lis et ce que je vois, c'est pas la même chose. Entre ce que je lis, ce que je vois et ce que je dis. Et pourtant, c'est très bizarre. Et c'est pas une question de mauvaise volonté. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression que c'est des gens qui sont bêtes, c'est des personnes qui n'ont rien compris, qui font pas d'efforts. Alors qu'en fait, je pense que c'est des personnes qui font les plus gros efforts pour s'intégrer dans la société, qui font les choses pour cacher les choses. Maintenant, je vais avoir 32 ans et maintenant je vis avec ça. Je mets des choses en place, j'ai mis des choses en place que sans m'en rendre compte, je le fais. Mais par exemple, je peux pas lire en public, je peux pas lire tout fort, écrire quelque chose c'est compliqué. Je relis dans ma tête ou je dis quelque chose dans ma tête plusieurs fois avant de le dire à l'oral. Et c'est vrai en fait c'est quelque chose, je pense qui est pas assez pris au sérieux. Et que souvent, on intègre ce trouble chez les enfants et chez les jeunes. Et on a l'impression que quand on est adulte, on peut plus être dyslexique. Et que c'est... t'as pas soigné ça ? Mais déjà, en fait, on peut améliorer sa vie avec. Mais je suis pas sûre que ça se soigne vraiment à vie, en fait. Et je trouve que c'est un peu triste et c'est un peu dommage de réduire ça à quelque chose de drôle, à quelqu'un qui soit bête. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas facile, surtout quand on est jeune, quand on est enfant, où en fait, faut faire ses preuves. En fait, les seuls moments où tu peux faire tes preuves quand t'es enfant, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de la société, c'est à l'école. Et si à l'école, en fait, t'as quelque chose que t'arrives pas, avec quelque chose qui se voit pas, en fait, on va te prendre pour quelqu'un de nul. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti, même si j'ai été voir des orthophonistes, même si j'ai fait plein de choses comme ça. J'avais le tiers-temps au bac, j'ai eu beaucoup de choses à ménager. Et j'avais l'impression d'être toujours, encore une fois, la fille en marge de la société, la fille différente et la fille qui réussissait pas toute seule, quoi. J'avais l'impression que quoi que je fasse dans la vie, j'arrivais pas. J'avais l'impression qu'à l'école, j'arrivais pas. Dans le sport, j'arrivais pas. J'avais toujours l'impression, même aussi dans ma famille, d'être un peu en trop. De pas trop avoir ma place entre mon frère et ma sœur. J'ai un grand frère et une petite sœur. J'avais toujours l'impression d'être... pour moi, c'était moi qui allais toujours au milieu dans la voiture, la place qui était pas bien. Et toujours, c'était moi qui prenais la chambre la plus petite. C'était moi qui était toujours... Mais c'était moi qui me mettais à cette place-là. Ils m'ont jamais forcément fait ressentir ça. Mais j'avais l'impression que ce soit l'école, le sport ou autre, j'avais toujours l'impression d'être la plus nulle, la dernière. Et c'est vrai que c'était un peu usant, frustrant et décourageant, quoi. Quand on est dyslexique, du coup, on a pas mal d'aide, de soutien, on a du travail à faire en plus, on va avoir des orthophonistes, des personnes qui nous aident à mieux vivre avec ce trouble, à mieux vivre en société et mieux comprendre les choses.
Et c'est vrai que moi, quand mes copains copines allaient jouer après l'école, moi j'avais du soutien scolaire, j'allais voir une orthophoniste. Tout le monde était sur moi pour que je réussisse et j'avais l'impression d'étouffer. Et peut-être que petit à petit, j'ai voulu un peu prendre moins de place. J'avais l'impression que je prenais beaucoup de place, que j'étais peut-être trop importante à prendre l'attention des gens. Et du coup, je pense que mes problèmes alimentaires, tout ce qui est l'anorexie, est arrivé petit à petit, où je commençais peut-être à perdre un peu de poids pour être moins présente, disparaître petit à petit. Et je pense que c'est là qu'est parti un peu mes troubles alimentaires, qui m'ont mené vers un enfer progressif. En fait, pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que je pouvais contrôler quelque chose et que c'était moi qui décidais et c'était pas les gens ou les troubles qui décidaient pour moi. C'était moi qui contrôlais mon alimentation, c'était moi qui contrôlais ma perte de poids, même si j'avais pas une perte de poids volontaire avec un poids précis. Mais pour la première fois, je gérais quelque chose toute seule, malheureusement comme une grande, et que je réussissais. Et je me sentais tellement forte et tellement vivante à réussir quelque chose. Et j'ai l'impression de me sentir avec des super pouvoirs, en fait. Au début de cette phase-là, j'ai du mal à resituer exactement parce que je pense que ça s'est fait inconsciemment. Si on me demande quand est-ce que ça a commencé, j'ai pas trop d'idées. Je pense qu'au début, je me suis pas trop rendu compte que, comme je disais, j'étais un peu dans le déni de fait de... Au début, c'était juste, je prenais pas de dessert. Au début, c'était juste, je prenais pas d'entrée. Oh tiens, je vais dire que je vais manger en extérieur et en fait je vais pas manger. Et je pense que ça s'est fait petit à petit jusqu'au jour où je mangeais plus le matin, j'avais développé l'hyperactivité encore plus. L'anorexie, il y a beaucoup d'hyperactivité, c'est-à-dire que j'étais tout le temps debout, je me souviens, je me levais plutôt à l'école pour marcher 1h30 pour aller au collège, je rentrais à pied aussi. Et en fait, ça s'est fait vraiment petit à petit, progressivement. Jusqu'au jour où avoir des pâtes ou des légumes, je prenais mes légumes et je les essuyais dans une serviette pour enlever l'huile d'olive qu'il y avait dessus. C'était l'enfer pour moi, c'était horrible. Et même je pesais mes pommes, c'était quelque chose de très compliqué. J'avais toujours un sweat quand j'allais manger avec des amis ou des potes avec des poches pour cacher ma nourriture. J'avais toujours une serviette dans la main pour faire genre je toussais et je crachais dans ma serviette et je mettais dans ma poche. Et j'allais aux toilettes en plein repas juste pour jeter ma nourriture dans les toilettes. Et c'est horrible la souffrance qu'on peut développer sur ça. Moi, j'ai fait de l'anorexie avant d'être hospitalisée et après, j'ai fait beaucoup de boulimie après. Et pareil, la boulimie, c'est quelque chose de très dur, horrible, où j'ai honte d'en parler, mais en fait, c'est la réalité. Où en fait, j'ai déjà volé dans des magasins, alors que j'avais de l'argent pour manger. J'ai déjà volé dans les poubelles, manger de la nourriture qui était périmée, ou que des gens avaient déjà mangé. En fait, on contrôle pas ça, c'est très dur à comprendre. Et là, en fait, ce qui m'a fait peur, c'est que là où j'avais le contrôle, je l'avais plus. Et je me suis retrouvée dans le fait de pas contrôler mes émotions, de pas contrôler ce que je faisais. Et ça a été très dur parce que, au final, de mentir à tout le monde, je me mentais à moi-même. Et ça a été très dur. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont bienveillants et que j'aime plus que tout au monde. Et au début, ils sont pas rendus compte. Comme je disais, c'est la maladie du mensonge, on cache tout. Et en fait, petit à petit, ils ont très bien vu qu'il y avait un problème. Et à un moment, j'ai complètement perdu pied. J'étais à fond dans mon truc et ma mère m'a emmenée à l'hôpital et je suis plus jamais ressortie. Enfin, plus jamais si, mais je suis restée. Ils m'ont gardée et pour moi, ça a été très compliqué à accepter le fait de plus contrôler ça et le fait qu'ils aient trouvé mon petit secret entre guillemets, même si on en parlait déjà. Et là, du coup, je suis rentrée en hospitalisation. J'ai été hospitalisée à Nantes, au CHU de Nantes, et c'est là que j'ai commencé tous les traitements, toutes les thérapies. J'ai vu beaucoup de psychologues. J'ai été à des groupes de parole. Il y avait la pesée, il y avait les repas. On notait tout était noté. Et c'était quelque chose qui était très compliqué pour moi d'être enfermée. Moi qui adore être à l'extérieur. J'étais enfermée dans une chambre et je me souviens, mais je jetais mes plats dans les toilettes.
Je jetais mes médicaments. J'étais un peu vraiment en rébellion contre tout ça. J'acceptais pas. Et ce qui était le plus dur pour moi, c'est d'avoir un contrat poids. C'était horrible de se dire, si tu prends tant de poids, t'as le droit d'avoir un coup de téléphone de tes parents. J'ai l'impression que c'était un jeu. Si je prenais tant de poids, j'avais le droit à une visite de mes parents. Si je prenais ça, j'avais le droit d'aller au groupe pour aller faire un dessin. Et c'était très compliqué. Il faut savoir que l'anorexie, c'est quelque chose qui est souvent un peu critiqué, et c'est souvent quelque chose qui est pas compris, surtout par les proches. Et c'est un vrai trouble. C'est un trouble qui va au plus profond de l'être humain, de la personne, qui est dû souvent au passé, qui est dû à un choc, qui est dû à quelque chose. Chaque personne qui a des troubles alimentaires, il y a forcément une raison à ça. Et en fait, c'est plutôt la résultante, c'est plutôt l'expression du problème. Et c'est vrai que c'est souvent mal compris par les proches parce que c'est quelque chose de simple, en fait, manger. C'est quelque chose que tout le monde fait dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose en plus qui rassemble. C'est quelque chose qui est plutôt heureux et qui crée du bonheur. Noël, c'est les repas de Noël. Pâques, c'est les chocolats. Quand on retrouve des amis, c'est pour aller manger, c'est pour aller dîner. Et pour moi, c'est les pires angoisses. Et même encore 2 fois aujourd'hui, c'est des grosses angoisses de retrouver quelqu'un pour manger. Je sais pas ce que je vais manger, ce qu'il va y avoir. Et c'est vrai que c'est les personnes qui souffrent d'anorexie, peut-être aussi de boulimie, etc. C'est encore autre chose, mais c'est la phobie des aliments. C'est vraiment quelque chose. Des fois, on peut pas même toucher et regarder des aliments. On a l'impression qu'on va grossir. L'alimentation, c'est quelque chose qui est important pour l'être humain et qui est même primordial. On peut pas vivre si on ne mange pas. Et du coup, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer parce qu'en fait, on ne peut pas arrêter comme peut-être que ce soit l'alcool ou la cigarette, des addictions. On peut peut-être se sevrer. On peut pas arrêter de manger en fait. On peut pas arrêter. Et dans notre société maintenant, tous les jours dans la rue, on se promène. Il y a des fast-food, il y a des restaurants, il y a des supermarchés. Et en fait, donc c'est très très dur, je pense, de lutter contre ça. C'est très très dur de pallier à ça, et c'est très très dur à comprendre aussi par les gens. Et c'est très dur aussi à expliquer. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de filles ou d'hommes aussi qui souffrent de ça sans forcément en parler parce que c'est un peu une honte et parce que c'est quelque chose de, comme on dit, oui bah ça va, elle est anorexique. Oui bah ça va, elle est anorexique. Et c'est pareil, c'est horrible de dire ça quoi. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut essayer de comprendre les choses. Ou si on comprend pas, essayer de les respecter. Et de se mettre peut-être à la place de la personne, même si on se mettra jamais à la place de la personne. Et pas stresser les gens aussi, c'est surtout ça, quoi. Au bout de quelques temps d'hospitalisation, je comprends que je vais rester un moment. Et je comprends que ça va pas être si facile que ça de mentir à tout le monde. Parce que c'est des professionnels qui sont habitués. Là, c'est vrai que je rencontre des filles qui sont dans le même état que moi. On discute beaucoup et ça me fait du bien de les comprendre. On n'a pas trop de guerre et de, on va dire, de rivalité dans celle qui va perdre le plus de poids. Je me souviens qu'on est toutes très maigres, très minces. Mais on discute un peu de tout, sauf quand on n'a pas le droit de sortir de la chambre. Et là, j'essaie d'occuper mes journées, mais le but, c'est de reprendre du poids. Pas facile, surtout que j'ai pas envie de manger. Ça m'arrive d'aller voler mon cahier de transmission. Les transmissions, c'est quand il y a les infirmières, les équipes du jour et les équipes de nuit qui se font le transfert et ils expliquent les choses. Moi, je volais mon cahier de transmission pour savoir ce qu'elles avaient écrit. Si j'avais mangé des choses, je voulais écrire dessus. Et vraiment, j'étais dans la rébellion de choses que j'avais jamais fait de ma vie. J'avais toujours acquiescé les choses. J'avais toujours été la petite fille, on dit de faire les choses et qu'il fait gentiment. Et là, je me souviens que je faisais des choses dont j'avais pas le droit, je descendais d'un étage, j'allais en bas alors que j'avais pas le droit du tout. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis un peu raccrochée à la vie, au sport, et je pense que j'avais envie de revivre ce que j'avais vécu. Et je pense que le sport, en fait, ça a toujours été quelque chose au fond de moi, quelque chose qui m'a fait vivre. Et c'est vraiment quelque chose où, avec le recul, je me sens vivante quand je fais du sport. Et en fait, le fait de perdre du poids, mon cœur battait beaucoup moins vite. Je me souviens que les machines bipaient la nuit parce que mon cœur descendait très très bas. Et je me souviens une fois, j'étais en hypothermie, j'étais à 32 degrés alors que j'avais juste en fait froid et j'avais une couverture sur moi et en fait il faisait pas froid non plus quoi. J'étais à l'intérieur
Et c'est vrai que de sentir mon corps comme ça, je me suis dit, mais en fait, je pourrais plus ressentir ça je pourrais plus faire de sport. Et du coup, je me suis dit, petit à petit, je vais reprendre du poids, mais ça a pas été facile. Ça s'est fait par phase. Et donc, avec le contrat, j'ai repris du poids petit à petit. J'ai triché plusieurs fois pour sortir en buvant beaucoup d'eau le jour des pesées. Finalement, j'ai revu mes proches et ma famille. Quand ma mère venait, elle m'a apporté quelque chose qui me faisait du bien. Je lui avais demandé de me ramener une bouteille remplie d'eau de chlore pour que je sente l'eau de la piscine, qui me rappelle des souvenirs. J'avais quand même toutes mes copines qui avaient donné des photos. Les professeurs à l'école, je pensais qu'ils me détestaient et que c'était horrible. Et il y en a quelques-uns qui m'envoyaient des petites choses pour m'occuper, etc. Mais c'était vraiment des choses que je faisais toujours debout dans ma chambre pour perdre du poids, des calories. Dès que le médecin passait, Marine, assieds-toi. Je courais toute seule sur place. Enfin, je sais pas comment je faisais pour tenir. Enfin, c'est vraiment le mental, peut-être. Puis petit à petit, je crois que je suis revenue un peu à la vie. Je suis revenue à moi. Et peut-être que je me suis reconstruite un petit peu là-bas. Et peut-être que je suis devenue aussi celle que je suis maintenant. Et je suis sortie de l'hôpital. J'ai repris un peu une vie normale, plus ou moins, puisque j'étais en hôpital de jour. Du coup, j'allais le jour à l'hôpital et je rentrais le soir chez moi. Parce que moi, je me souviens quelque chose qui m'avait marqué, c'est que le jour où je suis sortie, de sentir l'air sur mon visage, c'était très bizarre. J'avais plus jamais sentir l'air et le vent sur mon visage depuis un moment. Même d'entendre des bruits de voiture et d'avion, j'étais terrorisée. Parce que on se rend pas compte, mais quand on est dans un endroit pendant plusieurs semaines, on n'a plus des vrais bruits. Et l'air sur le visage, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et j'étais contente de revoir mes copines, j'étais contente de voir mes parents. Les médecins avaient conseillé d'avoir un petit chat, donc j'avais un petit chat. Mon petit chat, ça me faisait du bien de le voir, de le caresser, quelque chose de doux. Et puis petit à petit, j'ai voulu reprendre un petit peu le sport, mais ça a été compliqué. Et je pense que tout ça, ça m'a fait me rendre compte que le sport, c'est quelque chose qui m'a drivé dans ma reconstruction, dans le fait de reprendre pied à la vie. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, là, en fait, il y a un âge vers 17-18 ans où t'es un peu perdu dans ta vie, tu sais pas quoi faire. Et je trouve que c'est très dur pour les ados. On leur dit, bon, tu vas passer le bac, tu veux faire quoi plus tard? Et c'est très dur. Et je savais pas trop ce que je voulais faire. Et en fait, là, je me suis dit, en fait, moi, je veux montrer aux gens que le sport, c'est quelque chose qui est incroyable et qui fait vivre tout le monde. Et le sport en général. Et du coup, je me suis dit, je vais être coach et je vais être prof de sport. Et du coup, j'ai tout fait malgré ma dyslexie. J'ai passé mon bac avec le tiers-temps, avec des cours de soutien le soir. Je me souviens qu'avant de passer le bac, j'allais prendre des cours de maths. J'étais au rattrapage, c'était horrible, je me souviens. Et du coup, j'ai voulu être coach sportive et j'ai passé mon diplôme de coach sportive. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis devenue Marine, la prof de fitness. Et je vivais à Nantes. J'ai grandi du coup à Nantes, après la Martinique. Et là, je suis partie à Paris avec mon diplôme dans la poche. Et je me suis dit, j'ai besoin de personne en fait. Juste moi. Et j'avais envie de me faire confiance. Et je suis arrivée à Paris avec mon petit diplôme dans la poche. J'avais pas de logement à Paris. J'ai été déposer mes CV dans les salles de sport. J'avais pas confiance en moi pourtant. Hein. J'avais très peur. J'étais toute petite, toute frêle et j'ai déposé mes CV. Et c'est paradoxal parce que là où j'avais la phobie des maîtresses d'école et des maîtres d'école d'aller au tableau sur l'estrade, et là c'était moi qui étais sur l'estrade avec un micro et qui parlait aux gens. Mais je faisais quelque chose qui m'aimait. Enfin, je faisais quelque chose que j'aimais, qui m'animait et qui me rendait heureuse et peut-être qui me rendait forte et qui me rendait plus moi-même aussi. Au début de cette vie parisienne, je comprends que le sport, ça drive vraiment ma vie et que de faire du sport aux gens, j'aime énormément ça. De partager ma passion et de partager ce que je fais, que ce soit en cours, que ce soit avec des gens en individuel, sur du coaching sportif et par la suite sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Et en fait, je découvre aussi des gens qui aiment le sport, qui partagent la même chose que moi. Et surtout, je me rends compte que je suis assez douée dans ce que je fais, sans prétention. Je me rends compte que les gens viennent à mes cours. Je me rends compte que les gens commencent à me dire merci beaucoup pour le cours que t'as donné, merci beaucoup pour la motivation que tu donnes. Et là, je me rends compte que je fais du bien aux gens, là où en fait j'avais l'impression de toujours faire mal les choses. Pour la première fois, je fais bien les choses.
Je m'éclate dans ce que je fais. Je suis heureuse, je suis épanouie. Je pense que je suis à ma place. Et en fait, petit à petit, j'ai rencontré des amis, des potes qui se sont mis à courir et qui m'ont amené dans ça. Et je me suis dit, tiens, la course à pied, je vais essayer. Et puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment vu que je me débrouillais aussi bien. Ça veut rien dire, mais j'aimais courir. Et puis j'ai commencé par un 5 km, par un 10, par un semi-marathon, puis un peu plus. Et puis je me rends compte que j'aime vraiment ça, le challenge, le goût de l'effort, le dépassement de soi. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui me fait du bien. Et peut-être qui me nourrit avec la nourriture que j'avais pas forcément, que je m'étais donnée avant. Ça, c'est vraiment quelque chose que je remplis. Je pense que je me rends compte aussi que c'est quelque chose que je me remplis autrement qu'avec la nourriture. Et ça me fait du bien. En 2014, j'ai du coup la même bande de copains avec qui je cours petit à petit. On se dit, tiens, on va faire un Alpha Ironman. Pour moi, j'avais pas réalisé vraiment ce que c'était. J'avais bien sûr pris conscience des distances, etc. Et je pense que j'étais un peu naïve. Et vraiment, je conseille pas du tout les gens de faire ça. Et en fait, je pense que le fait d'être un peu trop bien, on y va, pour moi, c'était du plaisir, c'était un truc cool, quoi. Et du coup, on se lance le défi ensemble dans ça. Je pense qu'ensemble, on est plus fort et on était tous dans notre premier défi, notre premier challenge, on y allait tous ensemble. Il faisait beau, c'était Aix-en-Provence et c'était génial, j'ai vraiment adoré. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était très dur, mais que c'était quelque chose que je réussissais. Et sans dictat, sans règles en fait. Et c'est vrai qu'au tout début, je me souviens qu'on me faisait la réflexion et je suis toujours hyper surprise quand je repense à ça. Et c'est vrai qu'on me disait toujours, Marine, le triathlon c'est pour les garçons. Et je pense que vraiment j'étais l'une des premières à faire des triathlons parce que je me souviens que, alors j'ai été très critiquée en me disant, oui, la fille a fait un podium, il y a personne dans sa catégorie. Mais en fait, mon premier Ironman, je l'ai fait, j'avais 21 ans, je crois, 22 ans, je sais plus exactement. J'étais très jeune. Et du coup, il y avait personne, il y avait pas de fille qui faisait ça, en fait, avant. Enfin, il y a longtemps, quoi. C'était vraiment... Et du coup, petit à petit, je me suis lancée dans ça. J'en ai fait 1, 2, j'ai fait des halfs, j'ai continué à faire des marathons. En fait, avec cette même bande de potes avec lesquels je cours, on parle un peu, on a un groupe, on parle des courses, des machins. Oh, t'as vu, il y a un truc qui s'appelle la Barclay. Oh, t'as vu, c'est ça. Il y a le marathon des sables et tout. Et à un moment, il y a un gars qui met, punaise, regardez, il y a un triathlon qui s'appelle l'Enduroman et tout. Et là, à ce moment-là, je crois qu'il y avait que 10 personnes au monde qui l'avaient fait. En fait, il y a vraiment pas beaucoup de monde qui réussissent. Et bon, ça passe. Et je crois que quelques mois plus tard, je regarde et je me dis, tiens, je regarde vraiment, quoi. Et c'est un peu flou, mais vraiment, je me renseigne plus. Et puis, dans mon coin, j'en parle un peu à ma meilleure amie Chloé. Et puis, je regarde comment on fait pour s'inscrire, je regarde un peu les trucs comme ça, par curiosité, mais pas trop curiosité. Et puis, en fait, on contacte un peu l'organisateur, on voit un petit peu, on en parle. Et puis, pourquoi pas moi ? Donc, pour ce défi, il y a 3 disciplines, comme dans le triathlon. Sauf que les distances sont démesurées. La manche, c'est l'Everest de la natation. Et c'est quelque chose qui est très très dur. Tous les nageurs disent que c'est la chose la plus dure. Tu peux être un très bon nageur, tu peux être un Florent Manodou, tu peux pas forcément savoir traverser la Manche à la nage. Je dis pas qu'il sait pas, attention. Mais il y a savoir glisser un peu avec les vagues, gérer les courants. Et c'est pas forcément savoir nager vite, etc. En natation, du coup, j'ai contacté l'équipe de France de natation eau libre et je suis un peu allée au culot en disant bonjour, vous pouvez m'aider. Et du coup, je nageais beaucoup avec Axel Raymond et Magali Merino qui m'ont beaucoup aidé. Axel Raymond, il est 3 fois champion du monde du 25 km. Et donc, j'allais au camp militaire à Fontainebleau. Et donc, je nageais à côté de lui. Je me faisais des 10 km le matin, 10 l'après-midi des fois. C'était fou. C'était incroyable. Et j'ai jamais appris vraiment à nager. Mais j'ai fait du long. Je me suis inscrite à des championnats du monde du 25 km des championnats d'Europe. En fait, tout le monde peut s'inscrire si tu prends une licence, mais personne s'inscrit à des 25 km avec les meilleurs mondiaux. C'est juste que, moi, je me suis dit, il faut juste que je fasse cette distance et que je vais pas aller toute seule dans un lac. Et donc, j'ai osé faire les choses. C'était pas facile, hein. Et je me suis pris beaucoup de claques. C'était très dur. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup douté. Énormément. Mais je pense que si tu doutes pas, il y a pas de réussite derrière. Et en vélo, j'ai beaucoup roulé. Après, 300 km, ça reste abordable. Mais ça reste quand même un volume.
en course à pied, je m'étais dit, je vais faire des cycles de 3 semaines. 3 semaines, je cours. 3 semaines, je cours plus du tout pour éviter les impacts. 3 semaines, je reprends progressivement. Donc, je m'étais dit, un marathon, j'avais déjà fait. Je vais faire un 50 bornes, puis plus tard un 70, puis plus tard un 110 bornes pour y aller progressivement. Je m'étais mis des gaps, etc. Et le plus dur, ça a été de prendre du poids pour moi. Parce que la Manche est très froide. Et donc, je savais qu'il fallait prendre du poids. Parce qu'en fait, dans la Manche, quand t'as froid, tu fais une hypothermie. Et l'hypothermie, c'est la crise cardiaque. Et y a la personne qui l'a faite avant moi, l'enduroman, est décédée. Et c'est compliqué de se lancer dans ça après. Il faut le savoir que c'est une course, il n'y a pas de certificat médical, personne s'engage à ça. Tu signes une décharge. Donc en fait, tu prends conscience de tout ça. Et prendre du poids quand tu t'entraînes beaucoup, c'est compliqué aussi. Et ça a été un gros challenge pour moi. J'ai pris 12 kilos. Et j'étais fière de pouvoir avoir ces poids-là. Et cette prépa a été aussi enrichissante que passionnante, que difficile et que troublante. Dans le sens que j'ai beaucoup appris ce que je voulais sur moi-même. J'ai beaucoup appris sur le corps humain. Le corps humain est une machine incroyable et je dirais toujours qu'on connaît pas assez de choses sur le corps humain et qui me surprend tout le temps. Mais ça a été fou, ça a été dingue. Et quand j'ai pris le départ, c'est la première course où j'ai pas eu peur, où je voulais le faire. Et c'est prétentieux, mais je savais que j'allais réussir. Le 23 juin 2018, il est 4h du matin, on est à Maple Arch, dans le centre de Londres, et là je me lance sur les 145 km de course à pied. Tu pars pas seul, tu pars forcément seul, mais autour de moi et dans mon cœur j'ai ma famille qui sont là, mais ils ont pas le droit d'être à côté de moi, il y a tout un truc quand même, t'as pas le droit de courir avec de la musique, et les gens ont pas le droit de t'accompagner trop, peut-être juste un petit peu à la fin. Mais c'est vrai que c'est un défi que j'ai préparé avec mes amis aussi qui étaient proches de moi et ma famille qui m'ont toujours soutenue. Et je pars sur cette course à pied. Je suis confiante. Je me dis que, allez, c'est un peu plus de 3 marathons. Bon, allez, on y va. Je suis positive. Il fait beau, il fait bon. Je passe le premier marathon. Le deuxième, je marche, je cours. Je marche, je cours. Je prends mes ravitaillements. J'arrive à Douvres, sur les côtes anglaises. Là, j'ai quelques heures de repos et je m'élance dans la Manche le 24 juin. Et là, en fait, c'est incroyable. Je pars d'Angleterre et je me dirige vers la France. Sur le bateau, il y a ma meilleure amie, Chloé, qui est là et qui est très présente dans ma vie, mais qui est très présente aussi là. Il y a aussi Steve qui est là, qui me ravitaille, le pilote. Je nage. Les coups de bras, ça s'enchaîne. J'avance. On m'a dit qu'il fallait jamais se retourner quand tu traverses la Manche. Mais bon, tu te retournes pour voir comment t'as avancé. Et les côtes anglaises sont grandes et blanches, et françaises sont petites et noires. Donc même si t'es proche de la France, t'as l'impression que t'es proche de l'Angleterre. Et ça, c'est horrible. T'avances. Je me rends pas trop compte, mais c'est vrai que j'ai un peu froid. L'eau est froide, il y a beaucoup de méduses, ça me pique. Mais j'avance. Et au bout de 15h16, j'arrive et je touche les côtes françaises. Et là, forcément, à chaque fois que j'y pense ou que j'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Il y a mes parents qui sont là, il y a ma famille. Et je l'ai fait, quoi. Et en fait, l'histoire est jolie, c'est parce qu'en fait, j'arrive sur la plage où j'ai grandi. Mes grands-parents habitent là. Et j'ai passé toute mon enfance à jouer sur cette plage-là. Et là, j'arrive et ma mère me dit toujours que quand elle m'a vu arriver, elle a l'impression que c'était une renaissance et que c'était pas une nouvelle Marine, mais que j'avais réussi ce que j'avais fait et que j'avais réussi à m'exprimer comme je voulais, quoi. Et là, c'est vrai que j'ai une tête horrible, mais je l'ai fait. Et là, je suis persuadée que je vais mourir. Je sais pas pourquoi je suis persuadée que je vais mourir, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que j'ai fait ce que je voulais faire et j'étais vraiment sûre que j'allais mourir, quoi. Je ferme les yeux et là, on va à Calais parce qu'il faut passer la douane quand même et la police parce que tu arrives dans un autre pays. Et je me réveille, et je comprends pas pourquoi je suis pas morte. Je comprends pas. Et je suis, bon, ça va, c'est cool, en fait. Et là, du coup, on dort chez ma mamie, et le lendemain, je pars pour le vélo. Et désolée, mais putain, mais je l'ai fait, ce truc-là. Et j'arrive, du coup, le 25-26 juin, en France, sous l'Arc de Triomphe. Et c'est pour ça que l'histoire s'appelle Arch to Arc. Tu pars de l'Arche de Londres et t'arrives à l'Arc de Triomphe. Et là, j'arrive dans la nuit, il est 3h du matin. Il y a des centaines et des centaines de personnes. J'ai rien dit, mais les gens sont là, m'ont suivi.
et il travaille le lendemain. On est un lundi soir, entre un lundi et un mardi. Il y a tellement de gens qui sont là, qui sont venus. Il y a des télés, des radios, mais surtout il y a mes proches et il y a la victoire, quoi. Et un record du monde qui est incroyable. Et franchement, ça a été vraiment quelque chose, une de mes plus belles expériences de course. Je souhaite à tout le monde de vivre ça, sans forcément faire l'enduroman, mais faire des courses, un 5 km, un 10 km, tu vis des émotions qui sont incroyables. Et c'est un peu pour ça que j'ai envie de dire aux gens d'essayer les choses. Parce qu'au pire, tu réussis pas, mais t'apprends beaucoup. Et je pense que ma prépa, j'ai énormément appris. Beaucoup plus que la course. Ouais. Quand je regarde mon parcours avec le recul, je pense que c'est très compliqué de trouver sa place dans la société. C'est très compliqué d'écrire son histoire quand on est enfant. Et je pense que c'est ça qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, au final, on a toujours envie de répondre aux attentes des autres. Toujours envie peut-être d'être titulaire dans les ballets de synchro. Toujours envie d'avoir des bonnes notes pour les parents, pour les profs. Mais on pense pas à réussir pour soi-même. Et c'est ça qui fait peut-être qui on est vraiment. Moi, le jour où j'ai pris conscience que je pouvais faire des choses pour moi-même et que je réussissais à ces choses-là parce que je les faisais pour moi et pas pour répondre à des codes, des normes, et je pense que je me suis vraiment trouvée. J'ai vraiment trouvé qui j'étais, ma voix et qui je suis maintenant. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous, ou vous a fait voir les choses différemment, écrivez-nous à l'adresse suivante, le-récit@dltdc.fr. À bientôt.